Un tout petit mot de prudence vis-à-vis de toutes les réactions qui peuvent être faites. On aura un moment de questions-réponses à la fin des 4 témoignages. Et comment vous dire, on va essayer d'éclairer les 2 tendances qu'on peut observer ou qu'on peut pratiquer, c'est-à-dire le savoir-faire paysan et l'aide numérique. Donc, je vous demande un grand respect par rapport aux intervenants, dans le sens où c'est vraiment pas une bataille, c'est vraiment, on demande un éclairage. Et après, c'est une analyse personnelle suivant vos domaines d'application et les différentes fermes. Voilà. Avec beaucoup de gratitude pour tous. Vous m'entendez, oui? Oui, bon, bonjour à tous, je me présente, Christophe Gudin. Je suis alors avant tout agriculteur comme vous tous, dans l'Allier, sur une ferme de 140 hectares en céréales. Voilà, j'étais dans les années 90, je travaillais au Sémagref, qui est en fin de compte une ferme expérimentale de l'État. Et dans les années 98, on est venu, donc je me suis installé en 95, et en 98, ce même Sémagref est venu me voir en me parlant du GPS et de pouvoir l'expérimenter sur mon exploitation, je dirais à taille agricole. Alors, voilà, j'ai trouvé ce système. Alors, moi, je vais avoir une approche, si vous voulez, très très technique du GPS, de ma façon de l'utiliser et de mon évolution depuis ces années 98 où j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui. Alors donc, en 98, le Sémagref est venu avec une antenne et une espèce de boîte que je mettais devant le capot de mon tracteur et qui m'indiquait le chemin à suivre. Cette boîte, en fin de compte, me faisait faire les meilleurs parallèles possibles. Donc en 98, 99, 2000, j'ai acheté mon premier système qu'on avait sous forme ce qu'on appelait à l'époque un Pocket PC. Et ce Pocket PC, relié à une antenne, me permettait de la paramétrer une certaine largeur de travail et par un système de flèches, me guider pour avoir les meilleurs parallèles possibles. Avec une précision de l'ordre de 30 à 40 cm à l'époque. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je ne suis pas vraiment un orateur, je suis plutôt un agriculteur. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Hein. Donc, ce système-là, je l'ai acheté pour moi en 99 et ça m'a rendu d'énormes services, dans le sens que j'avais à l'époque entamé une reconversion de la ferme. Enfin, j'avais abandonné le labour pour des techniques sans labour et la visualisation des zones travaillées était beaucoup plus compliquée et je me perdais un petit peu dans mes parallèles. Donc ce système-là a révolutionné ma façon de travailler et m'a permis d'économiser du temps de travail, d'économiser voilà, du carburant. Alors, j'ai trouvé ça vraiment très bien et en 2000, j'ai décidé de le commercialiser. Donc en 2000, on vendait ce qu'on appelait vulgairement, ou ce que vous avez entendu dans les campagnes, les fameuses barres de guidage. Reliées. Alors, il faut savoir que pourquoi ces dates-là? Parce que le GPS avait été inventé en 1976 à des fins militaires, il faut le savoir. Et Clinton, en 97 ou 98, l'avait ouvert au monde civil. Le GPS, bon, vous savez le principe, des satellites qui vous envoient une heure. L'heure est transformée en distance et par triangulation, on arrive à connaître la position entre les satellites et le tracteur.
et ainsi ramener une projection au sol et connaître la position. Alors, au jour d'aujourd'hui, les systèmes corrigés sont au centimètre. Au jour d'aujourd'hui. À l'époque, on était à 20, 30, 40, 50 cm. Voilà, donc les premières arrivées, donc les premières utilisations d'Agricole, c'était des barres de guidage, une antenne, un écran et des flèches qui nous disaient d'aller à droite ou à gauche en fonction de la largeur qu'on avait programmée sur notre écran. Donc, voilà, les systèmes ont évolué après vers ce qu'on a appelé de l'autoguidage. Si vous voulez, l'opérateur était plus obligé de tenir le volant. Donc, avec des systèmes hydrauliques ou électriques, eh ben, on était capable de faire tourner le volant du tracteur tout seul. Ça arrivait dans les années... le premier système que j'ai vu, c'était en 2002-2004. Donc ces systèmes ont évolué, sont devenus de plus en plus performants, discrets, petits, voilà. La précision également a changé, puisqu'on est passé à des services, je dirais, gratuits, l'exploitation du GPS gratuite, et jusqu'à des systèmes maintenant d'abonnement payant. Si vous voulez qu'on en parle, vous me le direz. J'ai une certaine connaissance de ce milieu-là, mais c'est vraiment technique. Jusqu'à des systèmes payants où on peut avoir 2 cm de précision et surtout ce qu'on appelle, nous, la répétitivité. C'est-à-dire que dans le temps, il n'y a pas de dérive. Et ce qui permet pour l'agriculteur de faire des cultures, je dirais, plus que pérennes, avoir une répétitivité dans le temps pour passer toujours au même endroit ou pour planter des arbres et pouvoir les biner entre les arbres, planter de la vigne maintenant, puisqu'on fait des plantations de vignes également avec du GPS. Enfin, tous ces systèmes qui peuvent être intéressants pour nous. Voilà. Bon, mais moi, alors, donc, étant vendeur, étant utilisateur, je suis quelqu'un qui est vraiment mordu du système. Si vous voulez, j'ai conduit mon exploitation, mes techniques culturales, quasiment tout autour du GPS, puisque, bon, étant principalement maïsiculteur, à l'intérieur même de ma parcelle, sur les différents rangées, je travaille la terre différemment à l'endroit où je vais poser la graine qu'à l'endroit où je vais poser ma roue de tracteur. Donc je cherche à travailler moins l'endroit où je vais poser ma roue pour donner de la stabilité à la terre, pour que mon tracteur ne s'enfonce pas. Mais par exemple, à l'endroit où je vais poser ma graine, je vais plutôt travailler plus en profondeur pour favoriser l'enracinement de ma plante. Voilà. Voilà. Après, je me suis tourné également vers tout l'aspect gestion des intrants avec le GPS, parce que bon, les intrants, c'est important. Enfin, dans le monde agricole, vous savez aussi bien que moi que c'est important. Et donc, on s'est tourné vers ce qu'on a appelé la coupure automatique de tronçons, de pulvérisateurs ou d'épandeurs d'engrais. L'important, c'est que, si vous voulez, avec les matériels de plus en plus larges, il est difficile pour l'opérateur de démarrer ou d'arrêter son pulvérisateur ou son épandeur d'engrais au bon endroit pour éviter les manques ou les doublons. Donc, avec le GPS, on peut éviter des surfaces de doublons de façon très importante et surtout limiter la pollution, limiter le double dosage, le surdosage ou le sous-dosage qui après peut entraîner des infestations de mauvaises herbes ou des zones de culture moindres. Voilà. Et la dernière étape qui a été faite
ces dernières années, c'est la modulation avec ce que nous on appelle la gestion intraparcellaire, c'est-à-dire dans une même parcelle, repérer les zones à gros potentiel et à potentiel moindre et apporter l'intrant de façon comment dire, en corrélation avec le potentiel de la parcelle. Rien ne sert de mettre beaucoup d'azote dans des zones de terre beaucoup plus légères et que cet azote soit lessivé parce que la plante ne l'utilisera pas. Donc on met un petit peu plus d'intrant ou l'intrant qu'il faut, surtout à l'endroit où la plante est capable de l'absorber et faire du potentiel de rendement, et moins dans des zones où le... Alors, j'ai des exemples, hein, si vous voulez voir... Alors, techniquement, c'est quand même de l'informatique. Hein. C'est un outil. Bon, c'est pas un tracteur ni une bineuse, mais moi, je le considère comme un outil. Hein. C'est un outil on travaille peut-être différemment. Le monde agricole a forcément évolué. Hein. Maintenant, je passe un peu de temps sur mon ordinateur à préparer ma densité de semis, par exemple, ma densité de semis de maïs. Je la prévois, elle est faite au jour d'aujourd'hui, je l'ai préparée sur mon ordinateur. Et maintenant, j'ai plus qu'à, via une clé USB, le mettre sur mon semoir. Et mon semoir va tout seul gérer la dose de semences à l'hectare. Alors que dans le temps, voilà, c'était des pignons, des chênes, et on mettait la bonne chaîne sur le bon pignon, quoi. Voilà. Ouais. Donc voilà à peu près où j'en suis arrivé. Donc si vous voulez me poser des questions, voir des exemples, parler technique, oui. Merci. Vous parlez que de GPS qui est un système américain. Est-ce que vous utilisez Galileo qui est un système européen? Alors, on parle de GPS, effectivement. Christophe, tu peux répéter la question au micro pour qu'on l'entende? Alors, monsieur me demandait, me disait que j'utilisais que le GPS alors qu'il existe d'autres systèmes. C'est ça? Alors, il y a Galileo. Le GPS qui est américain et Galileo qui a été développé par tout à fait, oui. Qui est plus précis et qui, du coup, est européen, on a un peu plus la main dessus. D'accord. Alors, effectivement, le GPS est tombé dans... On dit tous qu'on utilise un GPS, alors que GPS, ça veut dire Global Position System, qui est le système américain, donc la constellation de satellites américaine. Voilà, c'est comme, je ne sais pas moi, le frigidaire ou le réfrigérateur, je ne sais plus quel modèle. Donc, on dit tous le GPS, mais maintenant, en tant que vendeur, on parle de GNSS. Donc, on utilise en agricole, on utilise le système GPS, qui est le système américain, 24 satellites qui tournent autour de la Terre, on en capte à peu près 12 à chaque fois. Hein. On utilise également le système russe, qu'on appelle GLONASS, qui tourne aussi autour de la Terre. On utilise, voire le système chinois, qui existe, et depuis très peu, effectivement, Galileo est arrivé. Alors, toutes les anciennes antennes d'ancienne génération ne sont pas capables d'utiliser Galileo. Les nouvelles, oui. Mais Galileo n'est pas plus précis que GPS. Hein. Il est plus précis sur votre smartphone, quand vous utilisez TomTom, Waze, voilà. Là, il est plus précis. En sachant que la précision de votre téléphone, c'est 20 mètres. C'est pas Bon, c'est parce que vous avez un fond d'écran avec une carte qui vous permet de réduire cette précision. Mais des fois, vous en êtes aperçu quand vous êtes sur 2 bretelles d'autoroute, et des fois, ça saute d'un côté à l'autre. Mais ça, c'est la précision. Voilà. Galileo, pour ces applications-là, ce sera mieux que le reste. Je vous l'accorde. Mais en termes de précision en agricole, c'est la... Alors, il y a un autre obstacle au GPS, c'est l'ombre. Moi, j'appelle l'ombre, c'est-à-dire l'ombre d'une maison, l'ombre d'un arbre, l'ombre du métal, puisque le métal perturbe. Alors, perturbe pas les ondes, mais les ondes que vous captez rebondissent sur la ferraille
Et donc, elles mettent plus de temps pour revenir à votre tracteur. Et donc, en mettant plus de temps, ça augmente sa distance de parcours et donc le calcul. C'est le cas également de la pollution. La pollution, les sondes mettent plus de temps à traverser la pollution, et là, ça perturbe un petit peu. Voilà, donc Galileo n'apportera pas grand-chose en agricole. Est-ce que vous pourriez nous dire combien coûte l'usage d'un système GPS? Est-ce que ça représente par rapport au chiffre d'affaires de votre exploitation? Alors, combien coûte l'usage d'un... Donc le matériel, pouvoir utiliser le système avec l'investissement initial, les abonnements... D'accord. Ramener à l'hectare. Alors, ramener à l'hectare, je ne peux pas. Puisque ça va... que vous fassiez 1 hectare ou 100 hectares, le matériel coûtera à peu près le même prix. D'accord? Donc, je ne peux pas vous le ramener à l'hectare. Alors, le coût d'un matériel. Une barre de guidage manuel, vous avez l'écran devant les yeux, vous suivez la flèche, ça, avec une précision de 20 cm, c'est largement suffisant, parce que le moins précis, c'est le chauffeur, pour suivre. Ça, ces matériels-là, maintenant, vous trouvez ça, les premières à 1 000 €, 1 000 € jusqu'à 2 000, 2 500 € selon la taille d'écran que vous décidez. Et il n'y a pas d'abonnement. Il n'y a pas d'abonnement. En gratuit, on utilise les satellites GPS et GLONASS maintenant, et 2 satellites de Galileo, qui sont le 124 et le 136, qui sont des satellites qui sont géostationnaires, et donc qui corrigent un peu la position, qui rend la précision à 20 cm et pas à 20 mètres. C'est ce que nous on appelle le DGPS. D'accord ? Donc ça, c'est gratuit. Bon. Et après, un système d'autoguidage au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui conduit le tracteur tout seul, en électrique, avec une précision de 2 cm. Là, on part du moins performant au plus performant. Ça va être dans les 14-15 000 € selon les modèles, 14-15 000 €, et avec un abonnement, alors ce qu'on appelle RTK. Alors en anglais je suis pas très bon, mais si vous voulez qu'on parle de la technique du RTK, on peut en parler, avec un abonnement de 500 € par an. Voilà à peu près la fourchette, 2 000, 15 000, 0, 500. Le système d'autoguidage, comment ça coûte? Le système d'autoguidage, un système d'autoguidage, ce qu'on appelle nous électrique, électrique, c'est-à-dire que c'est un moteur électrique qui fait tourner le volant, d'accord, avec une précision de l'ordre de 20 cm, ça vaut dans les 8 000 €, 8-10 000 €, ok. Mais j'ai fait le grand écart. J'ai fait le grand écart entre 2 000 € et 15 000 €. Entre ce grand écart-là, vous avez la panel de prix complète. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui utilisent le réseau Centipede? Alors, honnêtement, je ne connais pas bien le réseau Centipede. Alors, Centipede, pour parler à tout le monde, c'est un ingénieur de l'INRA qui a développé un réseau de RTK, des balises RTK, et qui la met aux dispositions des agriculteurs. Quelque part, c'est un de mes concurrents, puisque même moi, je vends de l'abonnement RTK, et ce système-là, je ne l'ai pas étudié, je ne sais pas comment il marche, je ne sais pas si c'est facile à s'y connecter ou pas s'y connecter. Comme tout le monde, alors je suis désolé, je vais sur les réseaux sociaux, j'écoute ce qui se dit sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il fallait quand même être très très pointu en électronique pour pouvoir l'utiliser. Et en tant qu'agriculteur, j'utilise mon RTK, mon autoguidage pour semer. D'accord ? Ça me prend une semaine par an. Mais cette semaine-là, il faut que ça marche. D'accord ? Si elle ne marche pas cette semaine-là, ma saison est cuite. Donc, quelque part, si j'ai un interlocuteur, mon fournisseur de matériel, qui est
je vais me vanter un peu, qui est comme moi agriculteur, qui fait de la télémaintenance sur son téléphone et qui peut répondre à mon problème de panne dans les demi-heures qui viennent, voilà. Est-ce que ça vaut 500 € par an ou pas? C'est tout. Hein? Alors après, faut savoir qu'en Espagne, le réseau RTK était de service public. Hein. C'est-à-dire que l'État lui-même fournissait le RTK à tout le monde. Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à une époque, c'était ça. C'était ça. Bon alors, je suis Michel Lemouzy, je suis agriculteur dans le Tarn-et-Garonne. Et voilà, je travaille avec mon fils Sylvain qui est dans la salle, quelque part. Voilà. Rien d'exceptionnel. Chers frères, non, je ne vais pas vous faire une homélie. Je n'en ai ni la compétence, ni la fonction qui l'autorise. Mais en journée paysanne, cette famille, c'est toujours en la présence du Seigneur que nous discutons. C'est sous le regard tendre et maternel de la Vierge Marie que je vous parle. Avant de commencer la discussion, je prendrai la précaution d'étouffer de possibles inquiétudes naissantes que pourrait susciter la vue de ce tableau, qui n'est pas dans mon dos, qui est à ma droite, au regard du sujet abordé. Traitant du numérique. Quelle curiosité de camper ce sujet de la sorte. Non, il n'est donc pas question de remettre la main aux manches de la charrue de cette façon-là. Et puis, vous le savez, il est formellement interdit de labourer aujourd'hui. Avouez, ce cliché qui n'est pas l'œuvre d'un peintre tiré de son imaginaire, il est aujourd'hui bucolique, il est tellement beau. Mais bien plus que cela, ce couple de paysans bigourdans au travail, ce sont nos pères. Je suis donc seulement ici pour présenter quelqu'un qui aurait dû être à la place où je suis aujourd'hui. Il a été rappelé par le Seigneur quelques jours avant Noël. Sûrement est-il parmi nous, comme l'est notre sœur Bénédicte et tant d'autres, présents à cet instant dans la communion des saints. Francis Laplace était agriculteur sur les terres du Béarn, tout près de Pau. Parallèlement au travail de sa ferme d'une vingtaine d'hectares, il avait une occupation commerciale et tout autant, et surtout, de conseils en termes d'outillage agricole. Son activité l'amenant à côtoyer tout type d'agriculture et d'agriculteurs, en toute région de France et parfois au-delà de ses frontières. C'était l'avocat d'une agriculture, au maximum indépendante, ce qui le conduisit à faire le choix d'un outillage mécanique, simple plutôt que sophistiqué, même si sa curiosité ne lui défendait pas de s'intéresser à des systèmes. Voulant servir une agriculture modeste, qui fait appel à moins de capitaux que d'autres, il mettait également sur le marché du matériel d'occasion performant, outre du matériel neuf, et toujours le plus simple possible, servant ainsi ce type d'agriculture pensée par Chesterton, présent dans nos discussions aux journées paysannes. Une agriculture de propriété familiale, modeste et nombreuse dans un pays.
Francis Laplace, a rendu de grands services à notre agriculture et à tous ceux qui l'ont côtoyé. Merci à toi. Vous l'avez compris, il n'était pas le promoteur zélé de l'agriculture numérique qui s'installe pleinement aujourd'hui. Non qu'il la fuyait, mais exprimait certaines réserves à son égard. Il m'est difficile, il m'est impossible de rapporter des propos qui ne seraient peut-être pas les siens, de parler en son nom pour nourrir la discussion du moment. J'ai contacté alors un de ses voisins et amis, constructeur de matériel agricole, spécialisé dans le binage de plantes sarclées. Nous sommes dans la région fertile de Pau. La culture du maïs y est naturellement très développée, tout comme dans les Landes. Monsieur Magendie me dit, nous continuons à fabriquer des bineuses mécaniques. Ceux qui veulent y adapter une caméra le peuvent, c'est une option à leur initiative. Aujourd'hui encore, me dit-il, nous avons de meilleurs résultats mécaniques. Avec la simple caméra, on n'arrive pas bien à s'approcher de la ligne de semis comme il le faudrait. Par contre, ce qui marche, et qui marche bien, c'est le robot. Ah, Souris, Pervenche, Gerboise, Salazie, c'était le nom des vaches de mon père. Il les appelait toutes par leur nom. Un de mes frères, tout jeune, 22 ans, lui succéda et en guise de pendant d'oreille, plus large qu'esthétique, il boucla chaque bête avec un numéro. Seulement à une oreille. Désormais, elle s'appelait 78, 137, 143. Chez certains éleveurs, leurs bêtes portaient dès lors un collier avec ce numéro qui leur permettait, en s'approchant du nourrisseur, de recevoir leur ration quotidienne d'aliments concentrés par le code bovin. Les vaches étaient désormais codées. Aujourd'hui, de plus en plus nombreux sont les éleveurs, quoi qu'on en dise, qui traient leurs vaches par assistance du robot, c'est-à-dire de façon numérique. Leur suivi est fait à partir d'un écran digital. Mon père et ma mère ont élevé une famille de 5 enfants, dont je suis le 4e. 4 garçons agriculteurs au départ, sur une ferme de 34 hectares, un troupeau d'une vingtaine de vaches laitières, 4 hectares de vignes, avec 2 ouvriers agricoles sur la ferme. Ils traillaient à la main. Un certain monsieur de Sertine, analyste économique entre autres, tenait une conférence voilà une dizaine d'années devant un parterre d'environ 600 ou 700 agriculteurs, dont j'étais, dans la ville d'Agen. Agriculteur de papa, vous oubliez, nous dit-il, d'un ton plus calme que le mien et plus rassurant, du haut de sa tribune. Et poursuivant, il y a des investisseurs, même étrangers, qui sont là. Ils sont prêts et vraiment intéressés. L'agriculture présentée en vitrine au Salon de l'Agriculture à Paris, vous oubliez. L'auditoire paysan attentif était comme rivé sur sa chaise. Aucune réaction dans la salle à cette provocation. Je vous rappelle que nous sommes quand même au pays des mousquetaires sur cette terre gasconne. L'air y est vif et les esprits parfois. Mais rien. Que fallait-il comprendre? Midi sonne et nous voilà à table. Au cours du repas, dans la grande salle, Marie-Christine, mon épouse, qui est là, et moi-même, engageons la conversation avec une agricultrice des lieux. Elle nous livre, avec mon mari,
nous étions producteurs de canard gras. Nous avons arrêté. Nous avions du mal à nous sortir SMIC. Nous avons fait un voyage en Bulgarie. Vous savez comment ils gavent là-bas? Les canards sont implantés avec une puce programmée pour qu'ils aient faim en permanence et ils se gavent tout seuls. Aussitôt, je regardais mon assiette et la carte du menu. Le magret de canard n'était pas au programme, Dieu merci. Nous ne pouvions pas être inquiets, car une telle marchandise venue de ce pays de l'Est, mondialisation oblige, servie dans notre assiette, nous aurions pu aussi, en un coup de fourchette, avaler cette fameuse puce placée sous l'aile du volatile en question ou ailleurs, après avoir malencontreusement été oublié d'être retiré à la découpe de l'animal. Quelques années plus tôt, le président Sarkozy était dans notre sud-ouest et s'adressant à ces mêmes paysans. J'étais encore là. Je ne vous promets pas, dit-il, que vous serez aussi nombreux dans quelque temps, mais vous vivrez beaucoup mieux. Aucun vivat, aucun applaudissement là non plus. Monsieur de Sertine, l'ex-président de la République, échangeait-il déjà amicalement avec Klaus Schwab, le fondateur du Forum de Davos, et autour du Grand Reset, la grande réinitialisation, l'aggiornamento politique de l'histoire du monde? L'Astanor, coopérative de quelques producteurs de pommes à Moissac, dans notre Tarn-et-Garonne, conditionne la récolte de peut-être 1500 hectares de vergers. Les calibrazes, évidemment numérisées, avec cellules photosensibles, traitent le volume du fruit, sa densité, sa couleur, son taux de sucre. C'est un robot qui achemine les palox stockés dans le frigo jusqu'à la chaîne d'emballage. Tout cela aujourd'hui, avec très peu de main-d'œuvre, bien sûr. Dans les années 70 à 1980, le gros domaine de la Valade, 150 hectares, rien que pour le conditionnement de ces mêmes pommes, employait 80 à 100 salariés. Les drones sont au champ aujourd'hui, de façon encore expérimentale, certes, pour cueillir ces mêmes fruits. Le personnel de cueillette et d'entretien des vergers est suivi et contrôlé par vidéosurveillance, à distance bien sûr. Dans mon village natal, Michel Anger, c'est son nom, petit agriculteur et surtout ouvrier agricole, était notre carillonneur. Quel nom prédestiné, direz-vous, à Michel-Ange pour appeler à l'heure de la prière de l'Angélus? Encore à Marie. Aujourd'hui, nous ne voyons plus son vélo appuyé à l'église à l'heure de son rendez-vous. C'est un programme numérique qui l'a supplanté. Sa main ne tire plus la corde de la cloche. Même les cloches, quelle misère! Cette intelligence artificielle approchée, la matière n'aura-t-elle pas une âme bientôt? Couplée à des machines de plus en plus puissantes dans le domaine qui nous intéresse, celui de l'agriculture, va encore augmenter la productivité. L'efficience du travail va s'en trouver accrue. Fuite en avant de l'insatiable agrandissement de nos fermes, complices d'une agriculture industrielle. Demain, déjà, nos tracteurs, des tracteurs, travailleront sans chauffeur. Des appareils robotisés travailleront le champ jour et nuit, si le temps météorologique le permet, bien sûr. Les paysans, voilà 70 ans, passant de la traction animale au tracteur, sont devenus agriculteurs. Aujourd'hui, poussés
par le centre de comptabilité et de gestion, ils ont muté en entrepreneurs. On ne parle surtout plus d'agro-manager, au passage, vocabulaire tellement peu rassurant. Davesne signalait l'agriculture assassinée. N'écrirait-il pas aujourd'hui la paysannerie assassinée? Paysannerie enracinée de la chrétienté, souche et mère de notre culture française, puisque nous sommes en France. Écoutez cette courte histoire, ce n'est pas une légende. Vidette, l'ouvrier de mon grand-père François, était remonté à Rodemule, puisqu'il avait fini de labourer le champ. Peu de temps après, Papé devait junir à nouveau sa paire de bœufs gascons et d'un palan descendait au Cangrand. À nouveau, tracé comme il fallait, c'est-à-dire au cordeau, la division avec le champ voisin long de 380 mètres. Il avait considéré le dernier sillon trop peu esthétique, pas assez droit, bien trop négligé. Pour l'honneur, cette fierté, pièce d'orfèvre à l'âme de la culture paysanne, est restée frappée dans notre mémoire familiale. Elle aurait été de fait balayée, confisquée, volée aujourd'hui par une barre de guidage qui ne nécessite aucun effort, aucune attention, aucune dextérité, aucune sueur, puisque le nouveau Bouvier est ce satellite lui aussi, au-dessus des nuages, que certains d'entre nous pourraient prendre facilement pour Dieu. Chers frères, sous le regard de Marie, Notre-Dame des Champs, oui, pour la gloire de Dieu. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Tabar, je suis agriculteur en Loire-Atlantique. Je suis marié et j'ai un petit garçon qui me fait coucou du fond de la salle. C'est pas facile pour moi d'avoir répondu à cette invitation de Michel à présenter la façon dont on utilise le numérique à la ferme après un discours comme celui qu'on vient d'entendre. Mais bon, je vous laisserai juge en tout cas de la façon dont le numérique est arrivé sur notre ferme, et pour ça je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Donc moi je suis issu d'une famille de 8 générations d'agriculteurs, donc sur une ferme du Pays de Ré, près de Machecou pour ceux qui connaissent. C'était une ferme traditionnellement d'élevage, parce que c'est des terres tout petit potentiel. Donc on a des terres qui sont cultivables chez nous parce qu'elles sont drainées aujourd'hui, mais sinon ce serait très difficile d'avoir des cultures qui passent l'hiver au sec. Donc une ferme vivrière en élevage, où on avait autant des vaches que des poulets, que des betteraves, que de la vigne, des pommes, un petit peu comme toutes les fermes de l'époque, quoi. Petit à petit, en fait, cette ferme, elle a suivi l'évolution de l'agriculture telle qu'on la connaît. Donc quand mon grand-père s'est installé en 1969, il avait une ferme de 40 hectares pour commencer. Et petit à petit, il a développé notamment l'élevage de gibier. Donc on élève des faisans, des perdrix à la ferme, et l'élevage laitier. Il a augmenté la surface de la ferme à 200 hectares, comme la plupart des fermes qui étaient autour de nous. Donc on a suivi la même évolution qui était profondément liée à l'arrivée de la mécanisation. Donc le premier tracteur est arrivé à la ferme en 1957, et on était une famille, on va dire que dans ma famille, c'est plutôt les progressistes, modernistes. Donc on était un peu les premiers à avoir une télé, à avoir une voiture. On parlait du grand-père Tavard qui invitait les gens pour regarder la télé à l'Enfrenière. Ça, je l'ai pas connu.
Ensuite, quand mon papa est arrivé à la ferme, donc on était avec une ferme de 200 hectares à l'époque, avec un troupeau de 80 vaches laitières, des cailles de chair, des cailles de ponte, du gibier, et tout ça a été très familial. Sauf que petit à petit, quand ses parents, donc mes grands-parents, sont partis à la retraite, il s'est retrouvé avec toutes ces activités qu'il a voulu développer parce que c'était ça la logique de l'époque. Donc de lourds investissements, donc de l'embauche de salariés pour gérer des ateliers entiers. Ça, c'est une montée en puissance qui a un peu mal fini, entre guillemets, même s'il n'est pas fini, mais qui s'est mal dégoupillé parce que ça a abouti sur le divorce de mes parents et sur l'abandon de l'élevage pour se recentrer à la fois, donc la décision de mon papa c'était à la fois pour se recentrer sur la partie qu'il aimait qui était les grandes cultures et pour garder l'activité élevage de gibier parce que c'est ce qui lui permettait de garder sa rémunération. En fait, je vous parle de tout ça, c'est pas anodin, c'est parce que c'est un contexte qui a mené la ferme familiale jusqu'où elle est aujourd'hui. On s'est trouvé, quand j'ai repris avec mon père, on est installés tous les deux là depuis 2017. On était sur une ferme qui était dans une situation économique très difficile, avec un fort taux d'endettement. On est toujours un peu dans cette logique-là. Mais c'est dans ce contexte, en fait, qu'on a été amené à faire des choix qui étaient ceux de l'agriculture actuelle. Parce que quand on est dans un système, difficile d'en sortir. Comment est-ce que le numérique est arrivé à la ferme ? Moi, je me souviens, j'étais encore aux études, j'ai fait une école d'ingénieur à Angers, en agriculture, et papa, un jour où j'étais à la ferme, il me dit « Mathieu, il faut absolument que tu viennes à un rendez-vous, ça va te plaire, c'est sûr ». Moi, j'étais pas trop dans le numérique. J'étais un petit peu inquiet de ce que ça voulait dire pour le monde agricole. Et donc il m'a fait rencontrer un technicien de la coopérative avec laquelle on travaille, qui est la CAVAC, qui nous a amené un drone pour faire des photographies aériennes de nos parcelles de blé, pour savoir où est-ce qu'il fallait appliquer l'azote, parce que le blé était d'un vert moins vif, donc il fallait en avorter plus là où c'était moins vif, et moins où c'était très vif, pour simplifier, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai un peu pris peur à ce moment. Je me suis dit, mais qu'est-ce que l'agriculture va devenir si on n'a même plus le choix de mettre de l'azote où on a envie d'en mettre. En fait, on a choisi de ne pas continuer dans cette voie parce que le système, il reconnaissait pas les variétés de blé qu'on avait à l'époque. C'est-à-dire qu'il fallait avoir certaines variétés qui étaient calibrées pour l'outil pour être en mesure de l'utiliser. Et nous, on utilisait des mélanges variétaux, donc ça ne correspondait pas. La deuxième façon dont le numérique a commencé à arriver à la ferme, c'est par l'utilisation du GPS. En fait, on a fait le passage en bio en 2010, et comme je vous disais, les terres de la ferme sont assez hydromorphes, donc à chaque culture de printemps, on avait des difficultés à récolter du blé sans avoir trop de matricaire. Matricaire, c'est une plante qui aime les sols hydromorphes, et donc on se retrouvait régulièrement avec des parcelles qui étaient complètement infestées, avec plus de matricaire que de blé. Ce qui n'est pas forcément ni viable ni agréable quand on aime avoir des parcelles entre guillemets propres. Donc en fait, on a fait le choix à la ferme de mettre en place plus de cultures de printemps. Donc on est sur une relation avec principalement 2 cultures de printemps pour une culture d'automne. Et il faut vraiment bien réussir la deuxième culture de printemps, qui est une culture sarclée, pour pas qu'il y ait trop de kénopodes et d'amaranthes. Et en fait, pour réussir les cultures sarclées, on s'est aperçu que le binage c'était essentiel, il fallait qu'il soit complètement maîtrisé. Donc papa a fait le choix d'investir dans un GPS, le GPS plutôt haut de gamme dont vous parliez, Christophe, à 15 000 €, 500 € d'abonnement annuel, et qui guide avec le volant qui tourne à 2 cm. Je vous cache pas que quand papa a fait ça, il était encore très enthousiaste. Moi, j'étais très peu enthousiaste.
Mais du coup, moi, ce que je veux témoigner, c'est plutôt de comment est-ce qu'on travaille avec ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça change à notre travail. Donc on utilise le GPS pour semer, mais pas pour biner. Mais le fait qu'on sème au GPS, ça permet d'être très précis au binage. Donc c'est ça le principal intérêt pour nous. En fait, lors du semis, notre principale fierté, notre principale attention, c'est de tenir le volant suffisamment droit et régulier par rapport au passage d'avant pour tirer droit, faire des beaux sillons, quoi, des rangs qui soient suffisamment bien alignés et droits quand on regarde du bord de la route. Et en fin de compte, je me suis aperçu qu'on perd effectivement ce savoir-faire quand je dois faire les bouts de ma parcelle. Je suis beaucoup moins précis qu'avant, maintenant qu'on a le GPS en permanence. En revanche, si je devais donner quelque chose de positif par rapport à ça, dans notre cas, c'est effectivement la précision du travail au binage. Il y en a aussi deux autres qui peuvent être vus de deux angles différents. L'un, c'est il y en a trois. Le confort de travail, parce que quand on travaille du coup sur des longues journées, quand c'est les semis et qu'il y a des pluies qui sont annoncées, quand on termine sa journée, on est déjà bien fatigué, on peut travailler quand même plus longtemps avec un GPS que sans GPS. Et l'autre avantage que j'y verrais, c'est que quelque part je suis plus concentré sur mon travail que sur le fait de tirer droit. On perd un savoir-faire, mais quelque part, moi en fait ce que j'y trouve de positif, c'est que mon regard se tourne plus vers le travail que je fais, à quelle profondeur va être posée ma semence. Est-ce qu'il n'y a pas un bourrage qui est en train de se produire à l'endroit des dents du vibro? Parce que quand je suis en train de vérifier si je tire droit devant, je ne suis pas en même temps en train de regarder à l'arrière, donc je peux être plus tourné à l'arrière qu'à l'avant. Donc ça, c'est pour les points positifs. Les points négatifs, effectivement, je vous disais, on perd ce savoir-faire de tirer droit, et ça faisait partie, malgré tout, du savoir-faire agricole depuis qu'il est mécanisé. Et aussi, il y a une grande dépendance. J'ai été aussi embêté, là où je me suis vraiment aperçu de cette dépendance, c'est un moment où on était dans une parcelle près de la forêt, et du coup, il y avait des pertes GPS très régulières, et je me suis dit, mais c'est presque à m'énerver en fait. J'étais en train de m'énerver parce que c'était beaucoup moins bien fait quand c'était moi que quand c'était le GPS qui avait gagné, quoi. Et en fait, je me dis, mais je suis devenu complètement dépendant de cette technique, donc je pense que c'est quand même un risque par rapport à ça. Donc depuis ça, en fait, il y a de nouvelles entrées du numérique dans la ferme de Lanfrenière. On est envahi petit à petit. Donc on a commencé, quand je suis arrivé à la ferme, à transformer nos produits, et je me suis aussi très vite aperçu que pour gérer les commandes de nos clients, le pain, en fait on vend du pain, et le pain c'est souvent beaucoup de clients avec des tout petits montants. Donc en fait en termes de gestion, soit on n'en fait pas, soit quand on veut la faire, c'est souvent ce que nous demandent nos comptables, et ça prend énormément de temps. Donc on a fait le choix d'investir dans un site internet qui centralise nos commandes et qui fait notre comptabilité en même temps. Donc c'est un outil numérique qui pour moi est profondément, en tout cas aidant, parce que dans ce cas-là, encore, ça me permet de passer moins de temps au bureau pour être plus de temps à faire des choses qui sont pour moi plus profitables à mon activité d'agriculteur. Là, par contre, l'inconvénient de cette technique-là, principal, c'est encore une fois la dépendance. C'est-à-dire que si j'ai une panne Internet, donc là on a eu 2 mois, octobre-novembre, avec des problèmes de réseau très fréquents. Et quand j'ai une panne Internet, quand je dois faire mes commandes à 19h, 20h le soir et qu'Internet ne fonctionne pas, que je suis en train de chercher des solutions pour aller chez quelqu'un pour pouvoir faire ma fiche de production du lendemain, c'est assez pénible. Donc une grande dépendance à l'outil numérique, mais quand ça marche, une grande économie de temps
qui pour le coup pour moi n'est pas du temps avec un savoir-faire qui en tout cas m'intéresse. La troisième entrée du numérique, j'en ai été donné 3 parce que c'est des exemples. C'est notre four, le choix, on a fait le choix d'avoir un four à pain électrique pour la transformation de nos produits. Et moi j'avais appris sur un four à bois avec un vrai savoir-faire encore une fois de la chauffe du four, avoir des techniques visuelles pour savoir quand est-ce que le four est chaud, est-ce que la chauffe est régulière dans toute la voûte. Et on a finalement choisi un four électrique pour 2 choses encore une fois, le confort et la régularité entre les personnes qui travaillent. On a la chance avec un four électrique de moduler, en fait, de créer des programmes de recettes. Et ces programmes de recettes permettent que à plusieurs, on va les concevoir, les adapter en fonction soit de la météo, soit du ressenti au niveau du toucher de pâte, ou quand il y a une nouvelle recette, on le fait ensemble. Mais quelle que soit la personne qui va travailler derrière au four, elle va être sur la même base de chauffe. Donc pour les clients, ils ont une qualité de produit qui est plus régulière. Ça, c'était le point positif. Et là encore, c'est à chaque fois pour moi le même constat, c'est qu'on perd notre indépendance. C'est-à-dire que si j'ai une panne électrique, il n'y a pas de pain de cuit à la ferme de l'Enfrenière. Pour moi, le futur du numérique, il est à la ferme. En tout cas, il est inconnu. Je ne sais vraiment pas vers quoi on va. Je vois beaucoup d'outils d'aide à la décision qui nous sont proposés, des systèmes de contrôle de notre activité par un smartphone. Et ça m'inquiète un peu, parce que comme on est déjà dans le moule d'une ferme qui travaille entre guillemets avec son temps, je pense qu'on est encore plus à même d'être embarqué dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Les choix qui seront à venir, pour moi, en tout cas en tant qu'agriculteur des journées paysannes, c'est d'être dans une réflexion à chaque fois sur comment est-ce que ça impacte cette triple alliance qui est chère aux journées paysannes, le numérique. Quand il y a une nouvelle opportunité qui se présente, se poser la question, est-ce que ça impacte ma relation à Dieu? Est-ce que le calcul prend la place de la contemplation? Est-ce que ça impacte ma relation familiale? Est-ce que ça va être une source de gain de temps pour ma famille, ou est-ce que ça va être une source d'addiction? Puisque je ne vous cache pas que quand on a plein de données, on peut facilement être tenté de passer du temps à les analyser pour comprendre ce qui se passe. Ça, c'est un nouveau temps, qui n'est pas forcément du temps agricole. Donc, est-ce que ça va impacter favorablement ma vie familiale, notamment vis-à-vis de cette addiction qui peut se développer? Est-ce que ça va impacter ma relation à la terre, donc l'alliance de l'homme à la terre qui est si chère aux journées paysannes? Est-ce que ça va me permettre d'être plus agriculteur, ou est-ce que ça va me permettre d'être moins agriculteur? Est-ce que je suis le nez sur mon champ, ou est-ce que je suis le nez sur mon ordinateur? Je pense que c'est 3 clés de discernement qui nous permettront de faire le choix d'une technique par rapport à une autre. Il y a quelque chose, c'est une anecdote, mais quelque chose que je me refuse là pour l'instant, malgré beaucoup de pression et de plus en plus de pression, c'est d'avoir un smartphone. Parce que je m'aperçois en fait que, en tout cas dans notre travail, on a des sollicitations permanentes pour avoir des applications qui vont nous permettre de ci, qui vont nous permettre de ça, d'analyser nos données. Pourquoi est-ce que je fais le choix de refuser? C'est parce que je sais que moi, étant un petit peu, pas connaisseur, mais intéressé par tout ce qui est comptabilité, gestion, j'y vois une source d'addiction profonde. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une des barrières que je me mets à la ferme, malgré des fois la pression de mon papa qui voudrait balancer mon portable par la fenêtre. Mais je pense qu'il faut essayer comme ça dans nos fermes de trouver des clés, savoir quelles sont nos limites compte tenu de notre personnalité et compte tenu de ce qu'on cherche dans notre vocation. D'abord, bonjour à tous, merci de votre présence. Et je voudrais faire
vous poser une première question, parce qu'en fait, ça fait plusieurs soirs que je réfléchis à ce que je vais vous dire. Vous êtes dans une salle qui est particulière, et je voulais demander à chacun si tout le monde avait essayé, plus ou moins grossièrement, de couper un morceau de bois avec une scie. Est-ce que tout le monde a essayé de couper un morceau de bois? Parce qu'avant c'était naturel, quand on était petit, on prenait une scie, n'importe que ça coupe pas, et on essayait toujours de couper, et on était content quand on y était arrivé. Et si vous voulez, le raisonnement qui me pousse à vous poser cette question, c'est qu'en fait dans cette pièce qui a été faite en 1830 à peu près, on n'avait pas de numérique. On n'avait pas de laser. On n'avait pas de télescopique. On n'avait pas de tronçonneuse pour couper des bois. On avait peut-être des grues avec des cordes, et on arrive à faire ça. Toutes les entailles sont faites à la main. Partout, c'est tout fait à la main. Alors, certainement, il y a beaucoup de labeur. Mais il y a une précision telle qu'aujourd'hui, on est incapable de le faire. Manuellement, on est incapable. Et il me semble que cette comparaison, c'est pour ça que je vous parlais du savoir paysan, du savoir-faire paysan. Parce que le savoir-faire de la menuiserie est un peu dans le même exemple. Et il me semble que ça peut nous apporter, cet exemple de salle peut nous porter à réfléchir. Alors, je vais me décrire un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis agriculteur, Dominique, donc marié, j'ai 7 enfants, j'ai la chance d'avoir 17 petits-enfants. Et donc, j'ai pas le droit à dire beaucoup de bêtises parce que j'ai mon épouse qui est dans la salle, j'ai 2 enfants qui sont dans la salle et j'ai un salarié qui est dans la salle. Alors, il ne faut pas que je raconte n'importe quoi. Donc, on est agriculteur donc, dans la Drôme, sur une petite ferme qui compte 40 hectares, une ferme familiale que j'ai repris en 91. Mon père avait à l'époque 30 hectares. Donc grande culture et élevage de volailles de chair. Donc en intégration, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est comment vous dire, on vous fournit des poussins, on vous fournit l'aliment et on vous rachète l'animal en poids vif suivant une grille de tarifaire. Voilà. Donc on vous confie les volailles. Donc j'ai travaillé comme ça pendant plusieurs années, jusqu'à il y a 8 ans, 9 ans. Et ça m'a fait découvrir, si vous voulez, l'évolution qu'il y a eu tout au long de ces années. Quand mon père avait ce premier élevage de volailles, en fait, les surveillances étaient accrues et les régularités de production n'étaient pas tout à fait faciles à faire. Sachant que dès que le vent tournait, dès qu'il faisait chaud, il fallait aller au bâtiment et fermer les fenêtres, forcer un petit peu le chauffage. Enfin voilà. Donc ça a été un petit peu, ça a été la vie de mes parents, qui ont commencé avec un petit tracteur dont je parlerai tout à l'heure. Mais cet élevage a fait vivre notre ferme pendant jusqu'à nos jours, quoi. En fait, c'est des petites terres, c'est des terres légères, donc contrefort du Vercors. Et ces élevages étaient vraiment une facilité, je dirais, par rapport à la peine qu'il y avait au champ. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, quand mon père faisait ses volailles, il avait droit, en rémunération, à n'importe quelle consommation d'aliments. C'était 2 francs par volaille. Donc il avait en bénéfice, à la fin de son lot, 2 francs par volaille. Et quand j'ai fini de faire les volailles, on avait 40 centimes d'euros pour une volaille. Donc la différence, c'est pratiquement le même prix, alors que tout le reste avait évolué fortement. Donc
nous, pour élever ces volailles, on a essayé d'améliorer en installant d'abord des automatisations sur les fenêtres, les ouvrants, pour qu'on puisse avoir des températures corrigées et des variations étaient moins pénibles. Donc sur le chauffage, pareil, des petites régulations toutes simples. Et puis en fait, on s'est aperçu rapidement que ces choses étant, enfin ces petites adaptations étant pas ensemble, maîtrisées ensemble, donc il y avait de gros inconvénients parce que où on ouvrait trop les fenêtres et on montait en chauffage, ou vice-versa. Et du coup, les températures ou la consommation de gaz, du coup, augmentait énormément. Donc il est sorti ces appareils numériques de contrôle d'ambiance bâtiment. Les premiers qu'on a installés chez nous, c'était en 94, donc qui maîtrisaient, alors je l'ai écrit un petit peu, parce que capacité à gérer donc les ouvertures vers l'extérieur, les ouvertures de fenêtres, la lumière, donc le temps de lumière dans le bâtiment, parce que c'est des bêtes qui ne sortaient pas, le chauffage, l'hygrométrie, la ventilation, c'est-à-dire le débit de renouvellement d'oxygène, parce que, comment vous dire, quand on rentre 18 000 poulets donc, au premier jour, qui sortent de l'œuf, on les rentre, ils font 40 grammes. Et donc pour les élever et avoir pas trop de casse, on va dire, on les élève à 32 degrés au sol. Donc ça représente 700 kg de viande. En fait, les 18 000 poussins, ça fait 700 kg de viande. Et à la fin, au bout de 60 jours d'élevage, ça représente 40 tonnes. Donc la différence est très rapide. Et pour suivre les besoins d'oxygène, on fait, donc c'est un petit automate qui gère ça, et qui augmente la ventilation au fur et à mesure des besoins des volailles, suivant une courbe de poids. Donc ça marche très très bien. Il faut juste prendre le temps de le régler comme il faut, et je vous promets que j'ai passé quelques heures tardives les soirs, mais c'est une chose qui marche très bien. Après, ça demande une certaine sécurité, et après, ça demande aussi, par rapport à ce qui se fait maintenant, la capacité, il faut absolument garder la capacité de maîtriser l'outil. C'est-à-dire que nous, enfin, les appareils qu'on avait, on peut, il y a une partie qui est réservée à l'installateur et une partie qui est réservée à l'éleveur, donc avec des paramètres qu'on peut modifier. Et donc ces paramètres éleveurs sont bien, mais ça ne fait pas tout, et il faut pouvoir maîtriser et adapter le bâtiment avec ses caractéristiques, et donc du coup arriver à maîtriser la partie installateur. Et donc si la partie installateur est lisible et compréhensible par l'éleveur, c'est une très bonne chose. Ça demande beaucoup de patience, mais on arrive à régler comme il faut. Et par contre, ce qui se fait maintenant en installation à l'intérieur des bâtiments, c'est si vous voulez, cette partie installateur est plus utilisée par l'éleveur. C'est pas possible, c'est verrouillé, donc il n'y a que l'intervention de l'installateur qui peut venir et travailler dessus. Donc c'est pour ça qu'on est du coup beaucoup plus dépendant. Et je trouve que c'est à partir de ce moment-là qu'on perd notre indépendance, et du coup on ne peut plus arriver à surveiller, à analyser, et je dirais à réagir par rapport à ce qu'on voit vis-à-vis des volailles, comment ça réagit. Donc il me semble très important de garder cette maîtrise. Je dis le numérique, il est bien jusqu'à cette limite. Voilà. Alors, ce que je voulais faire en parallèle, si vous voulez, c'est qu'en fait, là, on gère des mesures techniques et on gère du vivant. Et le principe du vivant ne se raisonne pas que comme ça. C'est-à-dire que le numérique ne veut pas raisonner le vivant totalement. Alors je vous explique pourquoi. Simplement, il y a des paramètres qu'on ne peut pas numériser. Le premier facteur de valorisation de l'aliment, c'est l'oxygène. Et donc ça peut se corriger avec l'impression de l'éleveur, son analyse, et donc on peut faire varier ça. Mais par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas, c'est la digestibilité de l'aliment. Et la digestibilité de l'aliment, en fait,
ça demande à l'éleveur de savoir qu'est-ce qui permet d'être mieux digéré, qu'est-ce qui fait que la digestion se passe bien. Alors il y a deux choses. Au numérique, on arrive à réguler l'alimentation, c'est-à-dire qu'on programme des séquences alimentaires, et du coup, après, sur de la volaille, l'animal a la capacité de jaboter, et donc, si on le fait jaboter comme il faut, on a une transformation maximum. Ça, c'est la première chose. Donc, on régule l'alimentation, et donc, avec 2 repas par jour, on arrive à transformer l'aliment comme il faut. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, l'intérieur, je dirais, digestif de l'animal a une certaine flore. Et cette flore, il faut qu'elle marche au mieux. Et donc, pour arriver à développer cette flore et avoir une certaine immunité, une certaine défense naturelle, on travaille beaucoup chez nous avec des ferments lactiques. Et ces ferments lactiques permettent cette digestibilité et une valorisation de l'aliment. Voilà. Donc ça, c'est pas possible de le gérer au numérique. Mais par contre, je dirais que c'est à la portée de chaque éleveur de l'analyser, de le mettre en valeur. Voilà. Donc je dis, il faut bien prendre conscience qu'on a nos bêtes et que c'est du vivant. Et ça, je pense que c'est le plus difficile en élevage, parce qu'en fait, on propose la facilité du numérique, même maintenant avec les téléphones à distance. Pour vous donner un exemple, c'est un installateur qui est venu ces jours-ci, enfin il n'y a pas très longtemps, et qui me disait sur un bâtiment tout neuf qui vient de se faire à côté de chez nous, pas très loin, quoi, 50 de kilomètres, l'éleveur appelle à 22h, donc l'installateur, en disant je comprends pas, j'ai une suralimentation, il y a beaucoup d'alimentation, et la vis tourne, et je comprends pas, pourtant il y a de l'aliment dans le silo. Et donc l'installateur, il pose la question, mais comment ça se fait? Bon, ben je viens voir. Donc l'autre, il lui expliquait tout ce qu'il a pu lui expliquer. Et puis en fait, quand il est arrivé devant, donc c'était relayé par téléphone, quand il arrivait devant le bâtiment, le silo était plein, et la vis tournait à vide. Parce que tout simplement, en bas du silo, il y avait une trappe, la trappe n'était pas ouverte. C'est incroyable. Jusqu'où on arrive à faire confiance à ce numérique, alors que c'est que du mécanique, quoi. C'est tout simple. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut nous dire d'autre? Les intégrateurs, souvent, comment dire, fabriquent l'aliment en fonction de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est l'énergie, mais le deuxième facteur, c'est le coût. Et donc, on est tributaire de ça. En intégration, je parle. Hein. Après, on est en indépendant aussi, mais je veux dire, en intégrateur, c'est assez pénible, parce que l'aliment, il faut qu'il coûte le moins cher possible. Donc, du coup, ça pose quand même des problèmes à l'éleveur aussi. Et après, donc le coût financier, enfin, pour l'aliment, c'est vrai que c'est très important. Et je dis, c'est un truc que le numérique ne maîtrise pas. Voilà. Alors, au-delà de la performance technique du régulateur numérique, il faut vraiment choisir et déterminer la manière dont on veut travailler. Et si vous voulez, les petites unités d'élevage n'ont pas ce besoin, car la densité est faible, l'espace est la meilleure garantie du bien-être animal. La volaille élevée au-dessus de 5 à 10 poules ou poulets demande une attention importante et donc une régulation automatique. Les exemples d'années d'intégration, donc nous ont révélé, mais à 18 au mètre carré, on est obligé, par rapport aux facteurs que je vous indiquais, donc d'utiliser ces moyens de régulation. Donc c'est le problème de l'intensification. Et si vous voulez, à partir de ce raisonnement et de ce constat, ce qui est à regarder aussi, il me semble,
c'est le... Comment dire? Si cette manière de travailler apportait une valorisation supplémentaire aux produits que nous proposons, je veux dire, on pourrait s'y engager facilement. Mais là, on a changé un petit peu d'optique. Maintenant, on est en pôle pondeuse, avec, donc en bio, on est en vente directe, et donc on a des densités complètement différentes. Donc on a juste transformé des bâtiments, c'est tout. Et si vous voulez, ces bâtiments donc, ont avec des densités de 5 poules au mètre carré. Les 5 poules au mètre carré, ça nous permet d'avoir un peu plus de tranquillité du côté ambiance, bien que ce ne soit pas facile non plus, mais on y arrive. Et surtout, il y a beaucoup moins de stress, à la fois pour l'animal, mais pour l'éleveur aussi, parce que quand c'était très chargé à 40 tonnes, c'était très stressant. Voilà. Pour les systèmes alternatifs, donc l'exigence et l'attention de l'éleveur doit être la même, mais les risques moins importants. Les investissements moindres, les rotations rapides, donc souvent possibles en vente directe. Non, les investissements moindres et les rotations moins rapides. Souvent possible en vente directe, mais bien gérer le temps à la vente, ainsi que les déplacements et les matériels numériques les plus simples sont aussi efficaces et assurent l'ouverture et l'ambiance du bâtiment. Donc en fait, il n'y a pas besoin de tant de sophistication. Voilà. Après, je voudrais parler un tout petit peu du matériel qu'on a pour le calibrage des œufs, dans le sens où on utilise un matériel qui a quelques années, il est de 79. Ça nous permet de calibrer nos œufs, donc 2 fois par semaine, et ce que je peux préciser, c'est qu'en fait, il n'y a aucune électronique dessus. C'est-à-dire que toute la machine, elle a 2 petits moteurs électriques, donc très peu de consommation, et c'est tout fait mécaniquement. Donc en fait, les contrôles des poids des œufs, c'est que des contrepoids, donc en fait, on a acheté une machine d'occasion, qu'on a remise en état et qui nous permet de travailler, mais je dirais plus que sereinement, parce que depuis 8 ans, il n'y a eu aucune panne. C'est que du petit réglage d'affinement, mais je veux dire, c'est un entretien très simple et ça marche très régulièrement sans frais. Voilà. Ça nous a demandé un petit peu de remise en état, donc on y a travaillé 3 mois avec Hugues, là. Mais c'est un matériel qui est très fiable. Voilà. Et donc, à partir du moment où on est en petite unité, on a moins ce risque de s'obliger à passer avec le numérique. Je voudrais parler un petit peu sur les tracteurs. Sur les tracteurs, l'évolution a été rapide. Alors, pour vous expliquer aussi, mon père avait acheté un tracteur dans les années 60, 63 je crois, que j'utilisais ma première année en bio pour tirer la bineuse. Donc on travaille en 3 mètres, et c'est vrai que 40 chevaux pour tirer une bineuse 3 mètres, c'était un peu juste. Mais ce que je voulais dire sur ce tracteur, que j'ai encore, donc on a, sur les 40 hectares, on a 4 tracteurs. Mais il y en a un qui est à la retraite, là, et quand même, la seule remarque que je voulais faire, c'est un tracteur qui a plus de 20 000 heures, et qui démarre toujours pareil. Je veux dire, bon, ça fait longtemps qu'on l'a pas remis en route, mais il suffit de mettre une batterie dessus, ça démarre. Et par rapport à ce qu'on a comme matériel maintenant, je discutais l'autre jour avec un voisin qui me dit maintenant, le tracteur, je les garde 3 ans, maximum 4 ans, parce que sinon on les embête. Donc en fait, c'est des tracteurs qui font 5000 heures, et puis c'est fini, il faut changer, il ne faut pas être embêté. Obsolescence programmée. Oui, un petit peu. Mais par contre, sur ce qu'on a maintenant comme les applications qu'on a sur les tracteurs, alors je voudrais l'électronique, ou l'électrique, qui accompagne l'électronique, simple, peut rendre de beaux services et enlever une demande d'attention facilement. Donc, la fatigue est enlevée. Je pense par exemple au désenclenchement automatique du pont avant, de la prise de force, et dès qu'on lève le matériel derrière. Je pense que c'est un truc tout simple, mais qui est très efficace, enfin très pratique. Après, c'est un progrès simple qui améliore en plus la sécurité. Et si vous voulez,
après, les distributeurs, c'est pareil. Les distributeurs hydrauliques, on a la capacité sur les tracteurs de les avoir mécaniques ou électriques. Et en plus, électriques programmés. Et je dois dire que quand j'ai fait les choix de mes derniers tracteurs achetés, j'ai choisi le mécanique parce que je suis sûr, quasi sûr, qu'il n'y aura pas de problème électronique dessus. Alors il y en a un tout petit peu d'électronique sur un, mais c'est vrai que déjà j'ai des soucis et il faut que je change tout ce qui est distributeur électrique, c'est fragile. Voilà. En mécanique, il n'y a pas de souci. Et autrement, vis-à-vis des programmes qui sont faits aussi, c'est-à-dire les programmes des distributeurs électriques, si jamais on enregistre des trucs qui en fait qu'on ait un souci au milieu d'une rangée, qu'on soit obligé de lever, je veux dire derrière la mémoire est plus ou moins conservée et donc ça peut commencer à klaxonner ou voilà, et c'est assez pénible à entendre. Donc ces applications pour moi doivent être en face, ou tout au moins il ne faut pas qu'on perde dans notre ligne de visée le fait qu'on travaille sur du vivant. C'est-à-dire qu'autant on travaille sur du boulon, des trucs, comment dire, du matériel qui est inerte, on peut envisager de l'industrialisation poussée. Par contre, dès qu'on travaille sur du vivant, il y a des phénomènes qui nous échappent. La première, c'est le climat, mais aussi, je veux dire, tout ce qui est, comment dire, capacité de la plante. Capacité de la plante, suivant le terrain et comment il est travaillé, comment il est tassé, comment il est favorisé avec les racines. Chez nous, on travaille encore avec la charrue et on s'est dit que, enfin, j'ai fait ce raisonnement qu'avec 15 cm de travaillé, on peut arriver à avoir les mêmes résultats pratiquement que si c'était un labour profond. Donc sur des terres légères, maintenant on travaille tous à peu près entre 15 et 17 cm maximum, ce qui permet de garder les niveaux, si vous voulez, aérobie, anaérobie dans les sols, donc par rapport à la faune intérieure. Et le reste, dessous, c'est tout travailler avec les plantes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'effets, je dirais, de fissuration, de porosité avec les cultures. C'est pour ça qu'il faut arriver aussi à sélectionner nos cultures dans nos rotations, tout ça, pour avoir vraiment un travail des racines en dessous de notre travail. Parce que les plantes s'insèrent beaucoup mieux dans un travail naturel que dans un travail qui est fait par l'homme. Donc la capacité de la nature est très forte. Et l'admiration devant cette vie qu'on cultive tous les jours, il me semble que c'est à regarder de près. Donc en binage, enfin je veux dire, c'est un peu la même chose si vous voulez. En binage, on arrive un peu, je dirais, pratiquement à la même précision que le numérique, parce qu'on passe à 2 cm des plantes. Et bon, je travaille avec une bineuse, c'est tout petit, hein, chez nous on est 40 hectares, donc on travaille en 3 mètres, et j'ai une bineuse à l'arrière, mais je regarde que devant. On va me dire, c'est pas possible. Si, c'est possible. Il y a juste des repères à prendre avec l'essieu à l'avant, l'essieu du tracteur, et on suit l'arrêt exactement de la même manière. Donc en fait, si l'outil derrière est réglé comme il faut, on peut avoir la même précision. Et voilà, alors, bien sûr, il faut l'attention, ça je n'enlève pas, s'il y en a 50 hectares à faire dans la journée, c'est pas possible. Mais sur des petites surfaces, on arrive à travailler avec du matériel très simple. Voilà. Donc, après, c'est vraiment des choix que chacun fait, et je vous encourage à bien réfléchir. Voilà, je m'arrêterai là.